Vous m'entendez? Je vous entendais, mais Voilà, oui, bonjour Anouk. on va y arriver. Bonjour Anne, vous allez bien? Très bien. Je vous vois pas, mais je vous entends. Non, non, parce que il y a un petit souci de paramètres et chaque fois que je remets la caméra, ça ressaute. Donc, Pas de comme ce n'est pas problème, moi qui pas de vais problème. animer vous, je vais vous laisser. Voilà. Donc, on va démarrer dans une minute. Hop. Donc, j'ai pas l'habitude. Normalement, donc là, on a donc 35 personnes qui sont connectées. Est-ce que donc si vous voulez échanger avec nous, utilisez le chat parce qu'on peut utiliser chat ou questions. Je vous propose que tout le monde se mette plutôt sur le chat pour communiquer avec nous, que ce soit par rapport à des soucis ou des questions que vous auriez. Dans un premier temps, est-ce que tout le monde voit bien la présentation et entend bien le son? N'hésitez pas à mettre dans le chat s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Et bon, ben, super, ça fonctionne bien. Avant de laisser la parole donc au SNITEM, donc un tout petit mot d'introduction. Donc, ce webinaire de, je dirais, découverte de tous les enjeux des dispositifs médicaux pour les services numériques en santé fait partie. Attendez, je vais couper. Vous pouvez peut-être couper vos micros pour les participants, à l'exception de ceux qui animent, parce que sinon il y a pas mal de bruit de fond. Donc oui, comme j'ai indiqué, ces webinaires font partie d'un certain nombre de webinaires que Genius, donc le guichet pour les innovateurs en santé numérique, veut proposer, plutôt dans un mode découverte. Donc, ce ne sont pas des webinaires pour des spécialistes, mais plutôt pour ceux donc qui découvrent ou qui connaissent pas forcément très bien toutes les dimensions de ces différents sujets. Donc aujourd'hui, comme Genius travaille avec beaucoup de partenaires, aujourd'hui on est ravis parce que c'est le SNITEM qui va nous faire donc un éclairage sur tous les aspects liés aux dispositifs médicaux, aux services numériques qui sont des dispositifs médicaux. On est amené à en faire d'autres sur, par exemple, mon espace santé ou également avec la CNIL sur d'autres dimensions réglementaires. Et donc simplement donc pour tous les participants, bien avoir en tête que dans les aspects réglementaires de vos services numériques, là on va faire un focus purement dispositif médical, mais dans Genius, vous pouvez trouver un certain nombre de contenus, de petits outils, de diagnostics, etc. pour tous les autres aspects de la réglementation qui sont plus les aspects dont on parle quand on parle de la feuille de route du numérique en santé, portée par le ministère de la Santé. Donc, tout ce qui est plus en lien avec l'hébergement, l'authentification, mon espace santé, etc. Donc, là, vous aurez des contenus sur le site lui-même. Voilà. Donc, écoutez, je passe la main maintenant au SNITEM et on va faire la présentation en deux temps. Donc, envoyez toutes vos questions au fur et à mesure dans le chat. Comme ça, à l'issue de ce premier temps, l'équipe du SNITEM pourra déjà répondre à certaines questions et puis ensuite, on passera à la deuxième étape. Voilà, Cécile, je vous passe la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci donc de cette invitation. Donc effectivement, sur cette première partie, on va essayer de se concentrer sur la partie purement réglementaire des logiciels qui sont par ailleurs des DM. Et donc pour pouvoir répondre à cette question, est-ce que mon logiciel ou mon service numérique ou mon application est un DM, on va essayer de vous donner un certain nombre de clés. La première chose qu'il faut retenir, c'est qu'on est en pleine transition réglementaire dans le monde du dispositif médical depuis peu de temps maintenant, puisque l'entrée en application d'un nouveau règlement date du 26 mai 2021. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les étapes clés de la mise sur le marché d'un dispositif médical sont réglementées, et ça depuis plusieurs années, une grosse vingtaine en fait dans le monde du dispositif médical, et toutes sont renforcées par ce nouveau règlement. Et pour tous ceux qui sont en cours de développement, ça va être un peu transparent parce que évidemment, il faut tout de suite se mettre au nouveau règlement. Pour tous ceux qui étaient déjà sur le marché en tant que DM directive, il y a un certain nombre de choses à faire évoluer pour pouvoir être conforme au nouveau règlement.
Alors là, je passe extrêmement vite parce que c'est pas l'objet de la présentation, mais pour vous expliquer que ce nouveau règlement, le 2017-745, il conserve le principe du marquage CE médical et la façon dont on certifie CE médical un produit, mais il détaille et renforce toutes les exigences pour l'obtenir. Donc sur la partie, je dirais purement obtention du marquage CE, vous avez pas mal d'informations qui sont accessibles sur notre site internet pour ces étapes. Là, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur la qualification et le statut de tous ces outils numériques. Alors, pourquoi se poser la question lors du développement d'un logiciel du statut? Eh bien, parce que toute la suite va découler de la réponse à cette première question. En fonction du statut, vous saurez quelle réglementation, et on pourrait mettre un S entre parenthèses appliqué, parce qu'en fonction du produit, il peut y avoir plusieurs réglementations qui se superposent. Et bien entendu, il vous faudra démontrer la conformité à cette ou ces réglementations pour pouvoir mettre votre produit sur le marché. Donc vraiment, la première question, c'est bien celle du statut qui est très importante. Alors, si on résume, et puisqu'on va s'intéresser aujourd'hui aux logiciels qui sont DM, pour qu'un logiciel soit DM, il faut qu'il soit utilisé chez l'homme pour un bénéfice patient par patient. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça exclut tous les logiciels qui sont faits pour faire de l'épidémiologie ou du populationnel. Il faut que ce logiciel ait des fins diagnostiques, thérapeutiques, de compensation d'un handicap ou de maîtrise de la conception. Et surtout, une fois qu'il a tous ses atouts, il faut qu'en plus, il crée une information médicale nouvelle ou qu'il la modifie. C'est-à-dire qu'il faut bien que les données de sortie de l'outil numérique soient différentes et modifier les données d'entrée qui sont des données de santé. Donc, ça veut dire que ça exclut, et on y reviendra, notamment les outils de stockage, d'archivage, de compression sans perte, de communication, ou de recherche simple. Une simple règle de 3 ou une simple base de données ne qualifiera pas le logiciel, je vais surtout parler de logiciel, de dispositif médical. Alors, si maintenant on s'intéresse un peu plus à cette notion de le logiciel doit créer ou modifier de l'information, et si on en donne quelques exemples, ça peut être par exemple de proposer une action thérapeutique ou un diagnostic. Ça peut être le calcul complexe, alors toujours propre à un patient, on l'a dit, c'est de l'individuel, sur un paramètre physiologique. Un logiciel DM peut aussi commander ou contrôler un dispositif médical. Il peut aussi altérer ou modifier une information issue d'un dispositif médical ou encore générer des alertes en temps réel. Donc là, vous voyez, ce sont des exemples où on voit bien que les données d'entrée sont à un moment modifiées, analysées, créer de l'information nouvelle pour les données de sortie. Alors, la question du support. Est-ce que effectivement un logiciel, un service santé, une appli numérique, un logiciel en mode SaaS, est-ce que tout ça a une influence sur le fait que le produit est un DM ou pas? Eh bien non, non. Tous les supports qui permettent de faire les actions qu'on a dites précédemment, que ce soit en téléchargement, en CD-ROM ou en clé USB, on date un peu. En mode SaaS, c'est-à-dire accessible directement sur une plateforme web, mais sur PC, sur smartphone, sur tablette, sur montre. La montre peut être un support qui fait que le logiciel est un DM. Ça ne veut pas dire que toutes les montres numériques sont des DM. Et c'est bien ça qu'il faut réussir à déterminer. Alors, pour ce faire, vous avez des éléments qui comptent pour qualifier le produit, et puis on verra ceux qui ne comptent pas. Alors, la nature du produit, ça, c'est une constante dans le dispositif médical, mais quand vous avez un logiciel ou un service numérique, on est sûr qu'il n'agit pas par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques qui est la définition du DM. Un DM, c'est un produit qui n'agit pas par ses actions métaboliques, pharmacologiques ou immunologiques, et donc du coup, un logiciel de base a le mode, la nature de produit, le mode d'action qui peut le qualifier de dispositif médical.
Mais par contre, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on regarde la finalité de l'utilisation et il faut bien que cette finalité soit médicale. Et tout ça, ça passe évidemment par la revendication du fabricant, du développeur, du concepteur du logiciel. Et c'est de cette revendication qu'on pourra déterminer le statut et donc le fait que c'est un DM ou pas. Alors, cette revendication, on va la retrouver dans un certain nombre d'éléments qui sont aussi des modes de preuve, c'est-à-dire que la documentation technique du produit, elle doit démontrer que la revendication du fabricant est atteinte. Et ensuite, par exemple, pour les utilisateurs, on retrouvera dans la notice ou l'étiquetage la revendication, l'indication à quoi sert ce produit. Une chose importante aussi à noter, c'est que tout ce qui transparaîtra dans des publicités ou des présentations commerciales pourra être considéré comme une revendication. Donc, si on n'a pas les preuves suffisantes qui sont portées à la documentation technique, on ne pourra pas revendiquer, promouvoir d'autres choses dans des publicités ou dans des présentations commerciales, sinon on sera dans une situation de non-conformité. D'autre part, c'est bien ce que fait le dispositif et ce que revendique le fabricant en termes d'action qui compte, et non pas le fait qu'on puisse dire « je vous donne tout ça à titre d'information seulement » ou « ce produit que je vous présente n'est pas un dispositif médical ». Si on écrit ça, mais que par ailleurs les revendications et l'action du logiciel tombent dans la définition du dispositif médical, on est bien un dispositif médical. Alors, par contre, il y a d'autres choses qui ne comptent pas pour qualifier le produit de dispositif médical et qui sont pourtant des choses qui sont importantes et qui ne, qui ne vont pas présager ou préjuger de la qualité du produit. Le lieu d'utilisation ne compte pas pour qualifier un produit. C'est pas parce qu'un logiciel va être utilisé à l'hôpital qu'il sera forcément un dispositif médical. C'est bien ce qu'il fait. De la même façon, c'est pas parce qu'il va être utilisé sur une montre au poignet d'un patient qu'il n'en est pas un. C'est bien ce que fera cette montre, enfin le logiciel dans cette montre qui est important. Le risque associé à l'utilisation n'est pas non plus un critère discriminant. C'est-à-dire qu'on peut avoir des produits qui ne sont pas des dispositifs médicaux, mais qui présentent un risque dans leur utilisation propre. Le fait d'utiliser des données de santé n'est pas non plus suffisant à qualifier le dispositif, enfin le produit de dispositif médical. On l'a vu, hein, si on traite des données pour faire de l'épidémiologie, on a des données de santé et pourtant on n'est pas dans le DM. Et comme je vous l'ai dit, la qualité apportée au produit n'est pas un caractère discriminant. Bien sûr, tous les produits DM doivent être de qualité puisqu'ils doivent répondre aux exigences réglementaires, mais d'autres produits qui répondent à d'autres réglementations doivent aussi avoir le niveau de qualité attendu par rapport à ce qu'il faut. Alors, il faut donc retenir que tout ce que l'on utilise dans le contexte médical n'est pas un dispositif médical et qu'un grand nombre de produits n'ont pas vocation à devenir des DM, hein, si leur revendication ne tombe pas dans le statut, mais cela n'enlève rien à leur qualité ou à leur intérêt. Pourquoi on dit ça? Parce qu'à un moment, et pas forcément que dans le monde du dispositif médical, hein, dans le monde aussi des produits notamment qui sont utilisés par exemple en biologie, dans les laboratoires de biologie, on a eu l'impression qu'il fallait absolument que les produits soient des DM pour qu'il y ait une confiance des utilisateurs. Non, ce n'est pas un critère, il faut que ce soit un DM si ça répond à la définition, et si ça répond à la définition, il faut évidemment répondre aux exigences du règlement. Alors, on va commencer par un tout petit exemple. Je vous présente deux applications. La première a un objectif de titration en temps réel de l'insuline, c'est-à-dire qu'elle va dire au patient quelle est la dose d'insuline qu'il doit s'injecter. Et le deuxième est une application qui permet de faire le suivi de la glycémie. Ça enregistre toutes les données que le patient a obtenu de son lecteur de glycémie pour pouvoir suivre la glycémie. Alors, DM ou pas DM, l'un et l'autre, je vous laisse juste une demi-seconde pour y penser, mais on va passer tout de suite à l'explication. Eh bien, le premier est un DM, puisqu'il prend bien l'information d'un patient en particulier pour calculer, pour établir quelle est la dose réelle d'insuline qu'il doit s'administrer, alors que la deuxième n'en est pas un, puisqu'elle ne fait que reporter des résultats sans les traiter autrement que de les mettre dans un tableau ou dans une courbe.
Donc, on n'a pas d'informations nouvelles, on ne fait que reporter des choses qui sont accessibles par ailleurs. Et c'est souvent ce type de questions qu'il faut se poser et ce type de raisonnement qu'il faut avoir pour savoir si on est dans le DM ou pas, et si, alors qu'on ne l'était pas, à quel moment on passe la frontière, parce que des évolutions, des fonctionnalités nouvelles peuvent faire passer la frontière. Alors, on va continuer sur les exemples. Celui d'un logiciel en mammographie, par exemple. Le premier analyse un cliché mammographique pour détecter une tumeur et indiquer où le praticien doit porter son intérêt. Donc là, on est bien dans un dispositif médical qui a une finalité d'aide au diagnostic. Hein, ce n'est pas le logiciel qui fait le diagnostic tout seul, mais il met en avant des zones particulières pour le praticien pour l'aider dans son diagnostic. Le deuxième, un logiciel qui transfère ou stocke un cliché mammographique sous format numérique. S'il ne fait que transférer ou stocker, donc sans altérer ce cliché, là, ce n'en est pas un. Il a juste une finalité de gestion documentaire et d'archivage. Et on va donner quelques nouveaux exemples de DM et de ceux qui ne sont pas des dispositifs médicaux. Donc le premier, on l'a vu, c'est l'exemple qu'on vient de donner. Un bot conversationnel pour établir un diagnostic, là aussi sera un dispositif médical, puisque à base de questions et donc de réponses et d'indications de données personnelles d'un patient, il va dérouler un algorithme pour donner un diagnostic. Une aide à la décision sur la prise en charge thérapeutique d'un patient, de la même façon, qualifiera le produit de DM. Et même dans le domaine de la prédiction, hein, pas forcément du diagnostic, mais de la prédiction des dispositions d'un individu à développer une pathologie, on est bien dans le dispositif médical. Par contre, là où on n'y sera pas, c'est par exemple, et on l'a vu, le transfert et le stockage d'images sur support numérique. Hein, on ne fait que transférer et que donner à voir de l'information qu'on n'a pas du tout transformée. Toutes les applications à finalité administrative de gestion, notamment des hôpitaux. Et vous voyez bien que là, la gestion des lits dans un établissement de soins, ça peut être une activité très à risque. Hein. Si on n'envoie pas le bon patient dans le bon bloc opératoire, on risque d'avoir une petite problématique. De même que la gestion du dossier patient, si on mélange des données de plusieurs dossiers patients, on peut avoir des vrais graves problèmes derrière. Mais ce ne sont pas des dispositifs médicaux, puisqu'ils ne travaillent pas sur ces informations, ils ne font que les traiter. Une application en vue de réaliser des études cliniques in silico ne sera pas non plus un dispositif médical. Hein. Là, c'est un outil d'aide à l'étude clinique. Et toutes les applications de télémédecine, et là, je ne parle que des outils de communication, les outils de transfert d'informations. Dès lors qu'il y a une alarme, là, on passe côté DM. Mais si on est juste dans le tuyau qui passe l'information sans y toucher, on n'est pas dans le dispositif médical. Donc, vous comprenez aussi que dans certains produits, on peut avoir des briques ou des modules DM et des modules pas DM. Et ça, c'est possible d'avoir dans un même produit la coexistence de briques DM et non DM. Par contre, ce qu'il faudra absolument vérifier, c'est la compatibilité de toutes ces briques et le fait que, notamment une brique non DM, ne peut pas avoir d'influence sur la brique DM et pourrait dévier la fonctionnalité de la brique DM. Donc, il y a un vrai travail d'intégration de la brique DM dans un environnement à vérifier. On verra ça avec les attendus en termes d'évaluation. Alors, on va parler classification, puisque dans le cadre du dispositif médical, on a 4 classes de risques, de la classe 1 à la classe 3, en passant par la 2A et la 2B, le 1 étant le moins à risque, et le 3, bien sûr, le plus à risque. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de règles spécifiques pour classer les logiciels, et donc, on avait quand même une grande majorité de logiciels de classe 1. Je vous ai parlé de ce nouveau règlement. Il a notamment revu les règles de classification. Il faut aussi retenir d'ailleurs que quelle que soit la règle de classification, les exigences de démonstration de sécurité et de performance clinique sont les mêmes pour le fabricant. C'est plutôt la façon dont ce sera vérifié, la façon dont ce sera démontré qui change en fonction de la classe.
Donc, cette classe, elle est déterminée en fonction d'un certain nombre de choses. Pour les dispositifs classiques, on a la durée d'utilisation, le type, les indications. Et puis, il y a des règles spécifiques prévues par la réglementation. C'est le cas pour les logiciels depuis le règlement 2017-745. Et là, on va voir que les choses vont évoluer, puisque si on prend le début de la règle, elle dit que les logiciels destinés à fournir des informations utilisées pour prendre des décisions à des fins diagnostiques ou thérapeutiques sont en classe 2A. Donc déjà, je vous ai dit, jusqu'à présent, il y avait une majorité de classe 1. Là, on voit que la classe de base pour prendre des décisions à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, c'est 2A. Sauf si ces décisions ont une incidence, et on va voir qu'en fonction de ce que c'est capable de causer, on va bien sûr augmenter la classe. Si les décisions ont une incidence susceptible de causer la mort ou la détérioration irréversible de l'état de santé, là, bien sûr, on est en classe 3, la classe la plus élevée. Et si on est dans une détérioration grave ou une intervention chirurgicale, on est dans la classe 2B. Autre possibilité, les logiciels qui sont destinés à surveiller les processus physiologiques, de la même façon, sont en classe 2A. Donc, on part de la classe 2A. Et de la même façon, s'ils sont destinés à la surveillance de paramètres physiologiques vitaux, on sent que là, on augmente en risque, on passe là à la classe 2B. Et la règle dit, tous les autres logiciels sont en classe 1. Jusqu'à présent, de tout ce qu'on a identifié, il n'en reste pas beaucoup en classe 1 parce qu'on est soit sur du processus physiologique, donc au minimum de A, soit sur des choses qui sont destinées à aider les praticiens pour prendre des décisions à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Alors là, je vous ai mis un certain nombre de ressources et de références liées à la qualification et à la classification. Et puis, pour finir sur cette partie réglementaire, je vais vous donner quelques clés sur l'évaluation de conformité, donc au titre de ce règlement 2017-745, pour les logiciels dispositifs médicaux. Déjà, la première chose, c'est que le parcours pour la mise sur le marché et donc l'intervention des organismes notifiés, des autorités compétentes, je n'ai pas le temps de vous décrire beaucoup les choses, mais ce parcours, il est le même pour tous les dispositifs médicaux. Et il reste valable avec le passage au règlement. Et les deux piliers sur lesquels vous allez vous appuyer en tant que fabricant, je veux dire, de dispositifs médicaux, c'est votre système de management de la qualité qui vous permet de construire toute l'architecture de votre système qui permettra de toujours sortir des produits qui seront conformes à la documentation technique, au type, à ce que vous aurez défini comme réponse aux exigences essentielles pour votre produit. Donc, vous avez la documentation technique, c'est la réponse aux exigences du règlement. Et votre système qualité, c'est la réponse au fait que vous êtes en capacité de le reproduire toujours de façon conforme. Ça, c'est là aussi le cadre général. Les exigences auxquelles il faut que répondent tous les DM, c'est un rapport bénéfice-risque favorable et avoir un SMQ qui permet de le maintenir dans le temps. Et il y a en plus un certain nombre d'exigences dont certaines peuvent être spécifiques à des produits, et c'est le cas là aussi pour les logiciels. Toute cette démonstration de conformité à ces exigences, elle se fera à travers l'évaluation préclinique et clinique et la gestion des risques. Je vous l'ai dit, toutes les étapes sont renforcées. Alors, je ne comprends pas, là, il y a eu un petit… Bref, une petite reprise. Donc, est-ce que les logiciels, les applis sont DDM comme les autres? Oui. Donc, ça veut dire que dès lors qu'ils sont DDM, ils doivent appliquer tout ce qui, dans le règlement, concerne la conformité, l'évaluation clinique, la gestion des risques, la démonstration des performances cliniques et le suivi après commercialisation, par exemple. Si on regarde l'évaluation clinique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est souvent une question qu'on se pose dans le monde du dispositif, mais comme dans les autres, c'est une façon de démontrer, dans le cadre d'une évaluation clinique et sur la base d'un plan qui a été établi pour le suivi clinique après commercialisation, que votre dispositif va permettre d'assurer une balance bénéfice-risque favorable au regard des solutions alternatives thérapeutiques.
Et il faut que vous puissiez le définir, ce bénéfice. Et ça, vous ne pourrez le faire qu'à travers des investigations cliniques. Puisque, bien sûr, comme dans toute évaluation, il faudra commencer par faire un peu de littérature, mais vous aurez besoin de faire des investigations sur votre produit pour démontrer qu'il apporte bien ce que vous revendiquez et que, surtout, il fait avec un risque mesuré. Et vous ne pourrez revendiquer des indications qu'au regard de la démonstration que vous aurez en face. Ça veut souvent dire que quand vous avez des champs d'application qui sont très larges, il faut commencer par une première application, une première démonstration qui vous permettra d'avoir le marquage CE dans cette indication et sans doute ensuite de développer les études qui vous permettront de couvrir tout le champ. Alors, quid des exigences spécifiques pour les logiciels? Il y en a un certain nombre. Alors, certaines qu'on retrouve d'ailleurs dans les exigences assez générales. Par exemple, l'exigence 14.5 est celle de l'interopérabilité et de la compatibilité. Elle a bien sûr une vraie existence pour les logiciels. Et puis, on en a 4 autres qui sont, elles, spécifiques des logiciels. La première, c'est la répétibilité, fiabilité et les performances. En condition de premier défaut, des moyens adéquats sont adoptés pour éliminer ou réduire autant que possible les risques. Donc, il y a déjà cette première étape à franchir. Il faut que les logiciels soient développés et fabriqués conformément à l'état de l'art, compte tenu des principes de cycle de développement, de gestion des risques, y compris la sécurité de l'information, de vérification et de validation. Pour ce faire, vous avez un certain nombre de normes qui peuvent vous aider sur cette partie. D'autre part, la troisième règle, c'est par rapport à tous ces logiciels qui peuvent être utilisés avec des plateformes informatiques mobiles. Et il faut bien que le logiciel ait été conçu pour que l'utilisateur puisse le faire en toute sécurité, puisqu'on est sur une plateforme mobile. Donc, il y aura sans doute des éléments à avoir définis en termes de taille, de rapport de contraste de l'écran, pour être sûr que l'utilisateur a bien la bonne information en toute sécurité au bon moment. Et puis, la dernière, c'est sur les exigences minimales concernant le matériel informatique, les caractéristiques des réseaux informatiques et les mesures de sécurité informatique, y compris la protection contre l'accès non autorisé, donc un peu de cybersécurité, qui sont nécessaires pour faire fonctionner le logiciel comme prévu. C'est à vous, en tant que développeur, en tant que fabricant du dispositif médical logiciel, de donner toutes les indications qui permettront à l'utilisateur d'utiliser le bon environnement et les bonnes conditions pour que votre logiciel fonctionne exactement comme vous l'avez prévu en termes d'efficacité et de sécurité. Sur le numérique en santé, je vous l'ai dit, il y a évidemment la réglementation du DM quand on en est un, mais il y en a d'autres autour qu'il faudra appliquer, et notamment celle sur la protection de la vie privée des patients. Donc là, on a le règlement général sur la protection des données. On vient de voir tout ce qui est mis sur le marché, validation de la sécurité. La définition de la responsabilité en cas de défaillance, on a aussi la directive européenne sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Et puis, on sait qu'on a beaucoup de travaux en ce moment sur l'éthique de l'usage de l'intelligence artificielle, qui est une spécialité, je dirais, du monde numérique, qui est de plus en plus en train de se développer. Et là, il y a de nombreux travaux en cours, et notamment un projet de règlement européen dont on espère bien qu'il va bien s'articuler avec notre règlement 2017-745. Il y a des travaux sur le sujet en ce moment. Je vous ai aussi remis dans cette diapositive un certain nombre de référentiels d'évaluation, puisque vous avez des outils, que sont soit des guides, soit des normes, qui vous permettent d'avoir des référentiels pour spécifiquement le monde du numérique et des logiciels. Donc, il y en a sur la validation clinique, sur la sécurité informatique, sur l'adaptation du système de management de la qualité de l'entreprise, c'est un des piliers réglementaires, sur l'ergonomie de l'interface, sur la vérification de la conception logicielle et aussi la page dédiée du site ANSM, puisqu'il y a un certain nombre d'informations d'importance dessus. Voilà, je vous invite, si le sujet du cadre réglementaire vous intéresse, à vous reporter à notre site internet qui reporte déjà un grand nombre d'informations, et pour tous ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans les services du SNITEM, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. Très bien. Alors, écoutez, je me tiens à votre disposition pour les questions. Je vais essayer de les reprendre depuis le début. Ou bien... Il y a principalement une question, Cécile, pour savoir, est-ce que la téléconsultation est un DM ?
Alors, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Si en termes de téléconsultation, c'est juste le logiciel qui permet de mettre en rapport le médecin et le patient, non. Si c'est juste le tuyau de communication, hein, le tuyau de communication, même s'il doit assurer un certain nombre d'éléments et d'être sûr que ça passe, ce n'est pas un dispositif médical. Dès lors, par contre, que dans le logiciel de téléconsultation, il y aurait en plus des fonctionnalités qui récupéreraient de l'info des patients et qui, je ne sais pas, moi, mettraient des alarmes pour prévenir le professionnel de santé ou qui donneraient des indications diagnostiques ou thérapeutiques aux patients, là, on aurait un module qui est DM. Mais le pur échange n'est pas du dispositif médical. Alors, je vois qu'apparemment, il y a des questions qui sont en cours. Pardon. Ah ben non. Il y a quelqu'un qui est en train de taper une question. Oui, c'est ça. Voilà. C'est dans l'onglet questions. Ah, pardon. Excusez-moi. J'étais pas au bon, effectivement. Alors, quid d'une solution qui... ça n'arrête pas de bouger. Je suis désolée. Alors, j'essaie de reprendre celle que j'avais commencée. Quid d'une solution qui serait composée d'un logiciel DM, par exemple pour remédiation cognitive, validée, etc., mais qui utiliserait un matériel non TM, type manette Kinect. Est-ce que la solution globale intégrant la manette non DM qui doit être validée? C'est-à-dire que si la manette... je suis désolée, je ne suis pas suffisamment geek ou forte dans ces outils-là, enfin connaisseuse de ces outils-là, mais si cette manette est utilisée par le patient et est un moyen de récupérer de l'information, pour moi, elle fait partie de la solution globale et elle doit être marquée CE comme le tout. Mais je voudrais être sûre de bien comprendre. En tout cas, si vous voulez, ce qui ne serait pas DM, c'est vraiment des choses, par exemple, si je prends un logiciel de gestion à l'hôpital, il y a la partie gestion des lits, ça, c'est pas du DM. Par contre, dès lors que à côté, il y a un logiciel, par exemple, de titration de l'insuline pour les patients qui sont dans ces lits, cette partie-là est DM. Mais ce que j'essaye de comprendre dans la question, si la manette est un des moyens, par exemple, de faire un test au patient ou de récupérer de l'information, ce que je pense comprendre, il y a des chances qu'ils fassent partie de la solution et doivent être marqués CE. Alors, pourriez-vous donner des exemples de logiciels qui restent aujourd'hui en classe 1? Non, je ne peux pas en donner parce que pour la bonne et simple raison que de toute façon, à chaque fois, il faut regarder le dispositif lui-même. Hein. C'est pas tous les logiciels qui font ça sont des DM de classe 1 parce que on n'a pas de système purement générique. À chaque fois, il faut regarder toutes les fonctionnalités. Mais vu les classes qui ont été fixées au minimum à 2A, des logiciels qui resteraient en classe 1, non, j'ai pas d'idée qui me vient. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur l'évaluation. Alors, quelle différence entre évaluation clinique et étude clinique est-ce lié au fait que le produit est nouveau? Alors, l'évaluation clinique, c'est le tout. C'est le rapport d'évaluation clinique, c'est le rapport complet qui va s'appuyer à la fois sur les données de la littérature, sur les données éventuellement d'études qui ont été faites sur un logiciel d'une version précédente et pour laquelle vous aviez des données cliniques qui peuvent être pertinentes pour le nouveau. Et l'étude clinique, l'investigation clinique, ça va vraiment être sur le dispositif qui fait l'objet du marquage CE. Et l'évaluation clinique, c'est une combinaison de la revue de la littérature, des données, par exemple, de versions précédentes et des données spécifiques d'une investigation clinique sur le produit en particulier. Alors, de nouvelles questions. Mais le pur échange entre patient et médecin va vers le DG et le TT. Va vers le diagnostic et le traitement. Oui, mais si votre patient il va dans le cabinet du médecin, il parle au médecin et il n'y a pas de DM entre lui et le médecin. Hein, et c'est bien le médecin qui va choisir ce qu'il lui prescrit. Si la téléconsultation, encore une fois, ce n'est que le système
téléphonique ou vidéo qui fait que le patient parle au médecin, c'est toujours le médecin qui fait le travail. C'est pas qui fait le travail médical, qui fait le travail de diagnostic, qui fait le travail thérapeutique. Ce n'est pas le smartphone ou le système de vidéo. Par contre, encore une fois, si ce système de téléconsultation de lui-même mouline de l'information patient et donne des indications au médecin pour l'aider dans son travail, là, peut-être qu'on sera dans l'EDM. Alors, à l'inverse, un produit intégrant des outils qui sont des DM peut-il être un DM dans son ensemble? Alors, il faudrait des exemples un peu plus précis, c'est difficile de répondre complètement, mais je vais vous dire une bêtise, mais un scanner, par exemple, le tout est un DM, y compris les supports, y compris... voilà, donc on peut avoir un tout dont, si le but principal du tout, c'est d'être le DM, il n'y a pas de raison de le découper en morceaux. C'est plutôt quand on a des fonctionnalités qui sont très différentes, il va y avoir des briques qui sont DM et d'autres qui ne le sont pas. Pour être sûr de bien comprendre la réponse pour la télémédecine, si le produit permet l'échange plus le recueil d'informations physiologiques du patient mais n'a pas de système d'alerte, oui, voilà. Si c'est juste, si vous voulez, c'est pareil. Juste recueillir de l'information, on peut dire aussi au patient, pendant une semaine, vous me notez tous les jours votre tension. Hein, et le patient va revenir avec son cahier voir son médecin. Donc, si c'est juste l'enregistrement de la tension et qu'il n'y a rien d'autre et que ça ne fait que transmettre l'information, on n'a pas de DM. Par contre, si le logiciel intègre une fonction qui étudie la variabilité de tension et qui va soit envoyer une alerte, soit envoyer une information au médecin en lui disant il faudrait faire ci ou il faudrait faire ça, là, on sera sans doute dans le DM. Vous entendez bien, à chaque fois, je vous dis sans doute parce que évidemment, il faut toujours se poser au cas par cas en fonction de l'évaluation spécifique des revendications. Donc, juste de récupérer des infos, hein, d'enregistrer des infos n'est pas suffisant pour qualifier un produit de DM. Alors, un accessoire issu du marché grand public. Si vous récupérez quelque chose du marché grand public et que vous considérez que son utilisation est une utilisation qui répond à la définition de dispositif médical, il va falloir que vous intégriez cet accessoire qui peut être conçu au départ pour faire autre chose dans votre documentation technique. Et ce sera à vous de démontrer qu'il répond aux exigences en matière de sécurité. Ça, en général, vous n'aurez pas de mal parce qu'il y a quand même un certain nombre d'informations, mais surtout de performance. Et qu'il est bien suffisamment dimensionné pour faire ce dont vous avez besoin qu'il fasse. Mais il faudra que vous portiez son marquage CE dans votre documentation technique. Un module réalisant une mesure est un DM de classe 1M et seulement si cette mesure n'est qu'à visée de traçabilité ou il est de classe 2A. Alors, le 1M, donc la fonction de mesurage, est fait pour les dispositifs de classe 1 qui, en plus, font de la fonction de mesurage. Mais dès lors qu'on est dans une classe 2A, 2B ou 3, on a quand même à répondre aux obligations en termes de fonction de mesurage. Mais si vous voulez, en fait, la classe 1, c'est de l'autocertification. Il n'y a pas de passage par un organisme notifié, sauf les 1 stériles, les 1 fonction de mesurage et les 1 autre chose, bref. Donc, du coup, c'est pour que l'organisme notifié vienne voir si le fabricant maîtrise la fonction de mesurage. Comme les 2A, 2B et 3 voient un organisme notifié, l'organisme notifié vérifiera parmi tout le reste que le fabricant maîtrise sa fonction de mesurage. Donc, ce n'est pas simplement le fait qu'il y ait une mesure qui qualifie de 1M, c'est ce que fait le tout. Si ce que fait le tout, c'est du 1 et qu'il mesure, ce sera du 1M. Si ce que fait le tout, c'est du 2A, on sera de A ou de B ou 3. Peut-être une de plus, mais pas plus, parce que… Après, basculer à l'autre partie, sinon je crains qu'on soit… peut-être on peut basculer sur la deuxième partie. Et puis, s'il y a des questions et qu'il reste un petit peu de temps à la fin et que certaines questions n'ont pas été répondues, à ce moment-là, on pourra profiter des quelques dernières minutes, mais ça serait dommage qu'on n'ait pas le temps de faire… Tout à fait. Tout à fait. Et moi, il faut m'arrêter, hein, parce que sinon, vous avez vu, Voilà. Ah, Anouk, maintenant. Alors, attendez, je vais mettre l'autre présentation.
Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer pendant le quart d'heure qui me reste de vous présenter dans les grandes lignes l'accès au remboursement des dispositifs médicaux en France. Encore une fois, le champ de la présentation est réellement le dispositif médical. Et je vous propose déjà une réflexion plus large sur ce que c'est que l'accès au marché. Hein. Donc, quand on entend accès au marché des dispositifs médicaux, c'est toutes les stratégies que, en tant qu'apporteur de solutions, vous allez essayer de mettre en place pour déployer votre innovation et pour l'intégrer dans un système de soins. Donc, la première étape et toutes les discussions avec Cécile sont réellement sur la notion de contrainte réglementaire et de certification. Donc, c'est vraiment le droit d'entrée, le droit d'exister de votre solution en tant que dispositif médical. Ensuite, vous allez rentrer dans une démarche stratégique et qui va probablement être différente d'un pays à un autre d'ailleurs, de se dire comment je vais intégrer ma solution, à qui ça va servir, qui est-ce qui va la payer, donc la problématique de financement qui est au cœur de ce qu'on appelle l'accès au marché, mais pas que. Donc, qui va me payer ma solution, quel est mon business model, et puis qui je vais embêter, entre guillemets, dans mon innovation. Quelles vont être les potentielles barrières d'accès au marché qu'il va falloir que j'identifie et c'est cette approche-là que je vous propose de creuser un petit peu. Donc ça, c'est une slide que j'aime bien. Je vous conseille vivement de lire le livre de Geoffrey Moore sur la problématique des nouvelles technologies, quelles qu'elles soient, que ce soit dans le médical ou pas. C'est assez classique et c'est la problématique du chasme, du gouffre que vous allez avoir entre le marché précoce où quand vous allez développer une innovation, vous allez tout de suite rencontrer des partenaires qui soient médecins, professionnels de santé, utilisateurs de votre solution, patients, qui voient tout de suite l'intérêt de votre solution, le besoin pour une pathologie en disant ben oui, j'ai identifié le même besoin, votre technologie m'intéresse et donc vous allez avoir affaire à des visionnaires. Et ces visionnaires, qu'est-ce qu'ils vont avoir dans la tête ou en tout cas comment ils vont quels vont être les critères pour utiliser votre solution? Au-delà du financement, ça va être vraiment purement du critère de certification. Est-ce que j'ai droit d'utiliser cette solution et la problématique de financement ou de valeur économique ne va pas réellement être un critère. Et puis des contraintes opérationnelles aussi, donc d'accès à la technologie, de formation. Est-ce qu'elle est simple d'utilisation? Est-ce que c'est interopérable avec les solutions que j'utilise déjà? Donc vraiment des contraintes réglementaires et opérationnelles. Ensuite, vous allez très vite rentrer dans des problématiques, si vous voulez vraiment, parce que c'est ce qu'on vous souhaite dans vos solutions, intégrer de manière plus pérenne un marché, plus large. Vous allez rentrer avec des interlocuteurs qui vont être plus pragmatiques, plus conservateurs, voire même des retardataires, qui vont vous poser un certain nombre de questions sur la valeur économique. Eh ben, c'est bien joli votre solution, mais moi, comment je la finance? Qu'est-ce qui va la payer au regard des contraintes financières, de prise en charge des dispositifs médicaux aujourd'hui en France, mais ça va être la même chose et la même démarche dans les autres pays. Et donc, la question du financement va être au cœur de vos problématiques pour intégrer un marché. Donc là, vraiment, ce que je vous propose, c'est c'est des pistes de réflexion qu'il va falloir que vous ayez pour justement définir une stratégie d'accès au marché pour votre technologie. Donc, pour développer une innovation dans le DM, donc que ce soit dans le digital ou pas, mais ça va être d'autant plus vrai sur les solutions digitales parce que vous allez changer les habitudes du parcours, on le verra dans les barrières. Donc là, l'idée vraiment, c'est d'arriver en termes de stratégie d'accès au marché au sens très large, c'est de se dire ma solution, elle répond à quel besoin qui est pas couvert aujourd'hui. Donc vraiment analyser aujourd'hui qu'est-ce qui est fait
pour traiter la catégorie de patients que vous avez identifiée. Ben oui, là, telle pathologie, je sais pas moi, le diabète de type le diabète gestationnel n'est pas bien suivi chez la femme enceinte. Il faut trouver des solutions de télésurveillance ou de télésuivi pour accompagner un petit peu plus les femmes enceintes qui je prends cet exemple-là au hasard. Donc, le besoin, c'est la prise en charge plus optimale des patientes qui développent des diabètes gestationnels. Et puis, les parties prenantes, c'est la patiente, c'est le diabétologue qui le suit, le gynécologue, etc. Et puis, donc, à qui ça va s'adresser, mon innovation? Professionnels de santé, patients, aidants, ou au sein d'une structure d'autres paramédicaux. Et puis, vraiment définir au-delà de la technologie, parce que souvent on voit, nous, des gens qui viennent nous présenter des solutions en disant, voilà, ma solution, elle fait ça. Donc, c'est vraiment purement technologique et d'arriver à réorienter la valeur de votre solution sur le patient. En gros, comment ça va bénéficier au patient dans sa finalité. Et c'est ça qui va aussi vous permettre de construire votre programme de développement clinique, notamment. Et donc ensuite, pour définir une stratégie d'accès au marché, c'est comment je vais la développer, identifier les besoins financiers, et puis planifier ce remboursement et ce financement. Et on en parlera un petit peu plus tard. Et également aussi, vraiment, je vous invite à faire ce travail parce que au-delà de la problématique de financement, bien évidemment que dans des environnements contraints en termes financiers, donc à partir du moment où vous avez développé une solution dans n'importe quel pays développé, vous avez des contraintes financières et des budgets qui ne sont pas extensibles. Mais il va y avoir d'autres barrières d'accès au marché qui sont au moins aussi importantes pour permettre une bonne diffusion. Et notamment quand il s'agit de nouvelles technologies où vous allez en réalité changer la manière de diagnostiquer, traiter ou suivre un patient. Et donc, sur ce sujet-là, vraiment identifier tous les changements des habitudes du parcours de soins. C'est-à-dire que comment ça se faisait avant, qu'est-ce que vous allez apporter avec votre brique digitale pour mieux suivre, mieux traiter, mieux diagnostiquer un patient, et qu'est-ce qui va chambouler les habitudes du parcours. Et ça, c'est vraiment un élément clé parce que vous allez potentiellement être sujet à des freins liés à des résistances au changement, tout simplement. Donc une réglementation complexe, on en a parlé. Et puis des sociétés savantes. Est-ce que les experts en lien avec votre solution sont convaincus? Est-ce que votre technologie, elle est facile d'utilisation? Donc vraiment tout ça, ce sont des points assez vraiment élargis sur les stratégies d'accès au marché. C'est avant d'essayer de comprendre qui va payer ma solution, en réalité, la vraie problématique, c'est vraiment construire votre proposition de valeur autour de votre solution pour l'intégrer au mieux dans le système de soins. Et puis, toutes ces actions, en réalité, elles vont être, à la différence du marquage CE sur un certain nombre de pays européens, là, elles vont être très spécifiques d'un pays. Donc, la stratégie d'accès au marché. Donc, on a le marquage CE au vu de tous les éléments qu'a pu vous présenter Cécile, et on est là dans cette phase où on se demande quel modèle économique on va pouvoir intégrer notre solution. Donc, il y a tout un certain nombre de solutions de financement. C'est pas en un quart d'heure que je vais vous détailler le système de financement, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Je vais essayer de vous faire vraiment dans les grandes lignes. Ma recommandation, c'est vraiment soit d'être aidé, d'être accompagné si vous n'avez pas l'expertise, mais vraiment de faire l'effort de comprendre comment va s'intégrer votre solution dans le système. Donc, comprendre un minimum le système de financement
qui est adapté à votre solution. Donc, si vous avez une solution qui est à l'hôpital, essayez de vraiment comprendre comment les mécanismes de financement des solutions, des médicaments innovants, des dispositifs médicaux au sein des structures hospitalières. Si c'est en ville, c'est la même chose. Donc, vraiment, vous asseoir et comprendre le système actuel et comment vous allez pouvoir vous y intégrer. Donc, financement. Vous avez des mécanismes d'accès précoce à l'innovation qui peuvent vous accompagner en amont du développement clinique de votre solution, donc avec le forfait innovation, et une nouvelle disposition de prise en charge transitoire qui est un petit peu différent, qui vous permet d'arriver un petit peu plus rapidement sur le marché quand vous êtes en phase, en finalisation de construction d'études cliniques. Le triptyque GHS, ACT, LPPR, c'est en réalité les modalités de financement de tout dispositif médical en France. Donc, vous avez les GHS, donc les tarifs d'hospitalisation. Donc, soit votre solution, elle est utilisée à l'hôpital et elle fait partie intégrante d'un tarif d'hospitalisation, un tarif GHS. Qui est imbriqué dans les actes techniques, donc les actes techniques qui sont aussi tarifés pour les professionnels de santé. Donc ça, les actes, c'est utilisé en ville et à l'hôpital et ça peut être une voie d'accès de financement à vos solutions, notamment en ville. Et puis, vous avez la liste des produits et prestations remboursables, qui est une liste de dispositifs médicaux à usage individuel qui sont utilisés soit en ville, soit à l'hôpital. Donc, c'est un système qui est complexe, qui est imbriqué, qui sont imbriqués les uns avec les autres, avec sur certains volets des systèmes de tarification qui ne sont pas transparents. Donc, de toute façon, je vous invite vraiment à, sur votre solution, de télésurveillance par exemple, bon, c'est en ville, mais c'est aussi à l'hôpital sur le volet plateforme. Quelles sont les solutions de financement de ma solution de télésurveillance aujourd'hui en France? La solution, c'est un système d'intelligence artificielle utilisé en ville pour faire de l'échographie obstétricale. Je ne sais pas pourquoi je donne encore cet exemple. Bon, je ne suis pas donc échographie obstétricale, c'est via des actes techniques en ville. Et puis des dispositifs utilisés à usage individuel que vous pouvez, dans certains cas, faire prendre en charge, faire rembourser sur la liste des produits et prestations remboursables. Vous avez des acteurs aussi qui vont être différents en fonction de vos axes et différents décideurs qu'il va falloir appréhender. Et puis ensuite, vous avez aussi le volet utilisation, donc les modalités de distribution, de prescription, de formation. Tous ces éléments sont aussi des éléments à intégrer, anticiper en vue d'une bonne diffusion de votre technologie. Donc, en réalité, vraiment, la réflexion, c'est de se dire, voilà, comment ma solution, elle peut être financée aujourd'hui? Est-ce qu'elle est bien financée au vu de mon système actuel? Et si elle ne l'est pas, si c'est un blocage, qu'est-ce que je vais mettre en place pour, en termes d'évaluation, en termes de process, pour une stratégie d'accès au marché pour faire rembourser mon dispositif, ma solution en ville, à l'hôpital? Et quel est le process pour réaliser tout ça? Donc vraiment, c'est une réflexion qu'il faut faire très en amont. C'est peut-être que dans certains cas, vous allez vous rendre compte que le système actuel n'est pas trop, est plutôt en faveur avec votre solution et que vous arrivez à trouver des modèles avec l'existant. Et dans le cas contraire, il va falloir probablement construire des données spécifiques en vue d'une prise en charge en France. Donc, les grands principes, mais on les a vus, donc c'est déjà les questions à se poser, c'est où est-ce que votre technologie, elle va être utilisée? En ville, à l'hôpital ou les deux, notamment sur le volet télésurveillance. Vous avez une brique en ville, vous avez une application, un DM ou une technologie à la maison, une balance connectée. Où est-ce que c'est utilisé? Et quels sont les acteurs qui vont être impliqués? Et puis ensuite, en fonction de ça, vous avez des autorités et des payeurs qui vont être différents. Donc, c'est se dire si est-ce que c'est en ville, est-ce que c'est à l'hôpital, et qui va utiliser la solution.
Et puis ensuite, à la différence du médicament et encore plus sur les solutions de télésurveillance, vous avez un DM qui est utilisé, donc vous avez un prescripteur et un utilisateur. Donc soit l'utilisateur peut être le médecin, mais il peut être aussi le patient. Et puis donc vous avez au-delà de la problématique du financement, l'utilisateur qui va être au cœur de vos questions dans le cadre d'un accès au marché. Donc dans les grandes lignes, vous avez donc les actes, l'ALPP, les tarifs d'hospitalisation. Aujourd'hui, les tarifs GHS, donc les tarifs d'hospitalisation, ils sont gérés. J'aurais pu rajouter l'agence technique d'information sur l'hospitalisation qui s'occupe du groupage. Donc c'est la haute autorité de santé et les hôpitaux, donc qui sont acteurs. Sur la liste des produits et prestations remboursables, donc pour avoir une inscription sur cette liste, vous avez d'abord un process à la haute autorité de santé et puis ensuite une négociation de prix avec le comité économique des produits de santé pour enfin être inscrit par le ministre. Concernant les actes techniques, donc tous les actes qui sont réalisés ou à l'hôpital ou en ville par les professionnels de santé, vous avez la haute autorité de santé impliquée pour l'évaluation des actes, les sociétés savantes bien évidemment parce qu'elles sont actrices de ces actes techniques. Et puis, l'UNCAM et l'UNOCAM pour la hiérarchisation et la tarification de ces actes. Et puis, une décision finale du ministre également. Donc, vous voyez les process qui sont différents et les acteurs qui le sont aussi. Donc, pour finir, vous avez à l'hôpital, au cours d'une hospitalisation en ville à domicile, de toute façon, obligation d'un marquage CE. On parle bien d'un DM. Vous avez au sein de l'hôpital des dispositifs qui sont financés directement par les tarifs d'hospitalisation, avec un accès direct dans les structures hospitalières, et des dispositifs qui sont financés par l'assurance médicale maladie obligatoire, avec une inscription sur cette liste des produits et prestations, ce qu'on appelle l'inscription en liste en sus, donc en plus des tarifs d'hospitalisation. Et pour ça, il faut un process, comme je le disais, d'évaluation haute autorité de santé, une instruction à la DGOS et une tarification par le comité économique des produits de santé. En ville, à domicile, toujours le prérequis du marquage CE, vous avez les dispositifs médicaux qui sont financés par l'assurance maladie via l'inscription sur la LPP avec une évaluation HAS et une tarification CEPS. Donc, on peut donner l'exemple de pansement, par exemple, avec un circuit de distribution en pharmacie. En ville ou à domicile, vous avez également sur la LPP maintenant une ligne qui est dédiée à la télésurveillance médicale. Aujourd'hui, vous avez un dispositif qui est inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables en ville. Sont des systèmes de forfait, de télésuivi de patients atteints de cancer du poumon. Donc, vous avez la possibilité, pour des solutions à usage individuel, de les faire prendre en charge sur la liste des produits et prestations remboursables. Vous avez un exemple, je vous invite à regarder les exigences en termes cliniques du dispositif MoveCare qui a été évalué par la Haute Autorité de Santé. Donc, les questions à se poser, donc c'est où mon DM va-t-il être utilisé, ville-hôpital? Est-ce qu'il est à usage individuel? C'est une question qui est clé pour savoir si vous êtes éligible à la liste des produits et prestations remboursables. C'est une question. Donc, est-ce qu'il est éligible à la LPP? Est-ce qu'il existe une ligne générique? Donc, si mon DM est éligible à la LPP, en l'occurrence sur les solutions digitales, il n'y a pas de ligne générique. Peut-être que ça viendra. Ai-je assez de données pour déposer un dossier de droit commun, donc une demande de prise en charge? Est-ce qu'il me faut aussi un nouvel acte technique pour mon professionnel qui va réaliser le télésuivi ou l'acte en question? Donc il faut se rappeler que le financement d'un dispositif médical, encore plus dans les solutions digitales, c'est le financement. Il faut que tous les acteurs du système soient rémunérés et sinon ça va être un frein
à l'accès au marché. Donc, si le professionnel de santé qui va prendre du temps pour télésuivre ou pour utiliser une solution, mais qu'il va y avoir aucune rémunération supplémentaire, ça peut être un frein au développement de votre solution. Et donc, si le DM est utilisé à l'hôpital, est-ce que le tarif d'hospitalisation que va récupérer l'hôpital, eh ben, il est suffisant pour prendre en charge votre nouvelle solution que vous proposez au niveau de chaque structure hospitalière. Et puis sinon, au sein de la structure hospitalière, est-ce que mon dispositif est éligible à cette liste, à cette LPP hospitalière, donc cette liste en sus. J'espère que je vous ai pas parlé trop chinois. Vous avez vu, il y a beaucoup de voies d'accès. C'est souvent compliqué, beaucoup de sigles. Vraiment, ma recommandation, c'est de se poser avec votre solution, poser ces questions-là, ou alors vous faire accompagner si vous n'avez pas l'expertise, parce que l'erreur serait de ne pas anticiper toutes ces questions, de continuer à développer sans stratégie de financement et d'accès au marché. Et si on reprend la première slide autour du CASM, eh ben vous n'arriverez pas à passer ce développement pérenne si vous n'avez pas anticipé toutes ces questions. J'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup Anouk. Je regarde. Là, il n'y a pas tout de suite de questions sur ce sujet-là. Bah, écoutez, on est presque à l'heure alors. Exactement. Si je laisse juste 2 minutes si quelqu'un voulait rajouter peut-être une question. Est-ce que William, vous voulez peut-être apporter un mot de conclusion plus global, puisqu'on a parlé réglementation, on a parlé accès au marché. Je sais pas s'il y a quelques éléments pendant qu'une question arrive peut-être. Si on a une question de la part sur un exemple de DM logiciel qui soit remboursé autre que celui de MoveCare. Alors, en fait, de manière individuelle, en nom de marque, c'est le seul. Par contre, vous avez des logiciels utilisés au sein des blocs opératoires qui sont, dans un sens, pris en charge dans les tarifs d'hospitalisation. Donc, un hôpital qui s'équipe d'un logiciel au bloc opératoire pour accompagner le diagnostic ou une intervention, enfin une opération interventionnelle en cardio ou autre, qui va l'accompagner dans sa chirurgie. C'est pris en charge aujourd'hui, ou en tout cas à partir du moment, dans la structure hospitalière. Donc, oui, il n'y a que MoveCare qui est pris en charge aujourd'hui dans le cadre individuel de la liste des produits et prestations remboursables. Maintenant, sur le volet télésurveillance, vous avez des programmes de financement étapes, par exemple, donc sur quatre sphères thérapeutiques de pathologie chronique. Vous avez un certain nombre d'outils de télésurveillance qui sont pris en charge dans le cadre de ces programmes, alors qui ne sont pas pérennes, qui sont en cours de discussion pour le devenir. Donc, vous avez des solutions de financement autres en fonction déjà des modalités d'utilisation de votre dispositif, mais en tout cas sur la liste des produits et prestations remboursables, vous avez 2 exemples. Vous avez MoveCare et vous avez les solutions de télécardiologie. Donc, ce sont les boîtiers de télésurveillance en rythmologie qui sont également pris en charge sur la LPP. Je propose juste une dernière question avant de passer le mot de la fin à William. Exemple, je ne vois pas les. Alors, il y a. Est-ce que je vois les. Attendez, ça charge. Je ne vois pas les dernières questions.
Peut-on avoir plus d'informations sur la prise en charge transitoire? Quels sont les critères pour y répondre? Alors, la prise en charge transitoire, c'est une prise en charge qui n'a pas la même vocation que le forfait innovation, qui a comme objectif d'accélérer la prise en charge en amont d'un dépôt de dossier sur la liste des produits et prestations remboursables pour les dispositifs qui remplissent un certain nombre de critères. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des critères, mais principalement sont des critères de besoins non couverts, c'est-à-dire que l'accélération précoce de la prise en charge dans le cadre de cette prise en charge transitoire, les dispositifs médicaux concernés doivent remplir des critères de maladies rares, graves ou invalidantes et dont le bénéfice, dont le besoin n'est pas suffisamment couvert. Donc c'est vraiment typiquement des dispositifs qui doivent très rapidement arriver sur le marché français parce que ça potentiellement sinon ça pourra donner lieu à une perte de chance pour le patient. Donc les critères sont quand même alors même s'ils ont été élargis, sont assez restrictifs. Et encore une fois, sur ce dispositif, il y a un engagement de dépôt de dossier sur la LPP dans les 12 mois qui suivent la demande. Alors après, ça peut être repoussé, mais ça veut dire que le programme de développement clinique de la solution doit être bien enclenché. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez entre guillemets un atterrissage de résultats de données cliniques dans l'année qui va suivre le dépôt de demande de prise en charge transitoire. On n'est pas dans du financement de l'évaluation clinique. Hein. Merci beaucoup, Anouk. William, si vous voulez. Oui, alors, merci pour ce mot de la conclusion. Au-delà des aspects réglementaires et accès au marché, qui sont quand même les principaux enjeux autour du dispositif médical, d'un point de vue plus politique, stratégique, pendant des années, on a eu une absence totale de visibilité sur le développement des solutions numériques en santé. Et ça n'a pas forcément incité les entreprises à développer, à innover dans le domaine. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est plus le cas depuis un peu plus de 2 ans, depuis l'annonce de cette feuille de route du numérique en santé au travers de la loi Ma Santé 2022. Aujourd'hui, on a un vrai cadre extrêmement structurant. On a une feuille de route qui est stratégique, et puis cette feuille de route, elle est assortie d'une doctrine technique qui donne de vraies directions aux porteurs de solutions. Et ça, nous, au SNITEM, on considère que ce sont des composants extrêmement structurants et qui, au final, tirent vers le haut tout un marché des solutions numériques. Et aujourd'hui, c'est pas anodin. Si on a une déferlante de questions réglementaires pour les logiciels qualifiés de DM, si on a des questionnements aussi sur les modèles économiques, c'est bien qu'il y a une raison. La raison, c'est que les porteurs de solutions innovent et produisent de vraies solutions. Et ça, je pense que c'est dû à ce cadre qu'on a aujourd'hui, qui est bien plus visible au travers de cette feuille de route. Voilà. Alors, sachez qu'au SNITEM, moi, mon rôle en tant que responsable du numérique en santé, c'est d'apporter des éclairages et de décrypter cette feuille de route et cette doctrine technique. Et donc là, on le fait avec grand plaisir au travers des initiatives de Genus et donc du ministère et de la délégation du numérique en santé. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et j'en profite aussi pour vous dire à tous, le SNITEM a refondu son site il y a avec un nouveau site qui est sorti, je crois, il y a 1 mois à peu près, et donc beaucoup de documentation, et je dirais d'explications très très accessibles et qui peuvent compléter bien sûr ce support qu'on va vous envoyer. Mais voilà, il y a énormément d'informations également pour aller un cran plus loin dans la compréhension de tous ces sujets. Donc, je vous invite vraiment à aller visiter le site du SNITEM également.
Voilà. Et dernier point, donc le prochain webinaire plutôt débutant sera sur le sujet de mon espace santé. Il se tiendra le 30 juin et vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de Genius. Vous trouverez le lien depuis la page d'accueil. Donc, pour avoir plus d'informations sur mon espace santé. Voilà, écoutez, désolée d'avoir pris un petit peu de retard, mais il y avait des questions et on était ravis que vous ayez été tous là. Merci beaucoup à toute l'équipe du SNITEM et puis très bon après-midi à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.